Mesdames, Messieurs, bonjour. Hier, c'était la conférence Grille Logistique. On a parlé motorisation surtout et puis, mine de rien, optimisation des chaînes logistiques et des chaînes de livraison afin de réduire l'impact carbone, mais pas que. Aujourd'hui, un des éléments finalement de l'amoindrissement de cet impact dans cette logique d'optimisation, c'est la digitalisation du transport maritime, numériser tout ce que l'on peut pour faire gagner du temps et donc de l'argent et peut-être aussi des émissions de gaz à effet de serre ou d'oxyde de soufre ou tout ce que l'on veut d'autre. Cette conférence va se dérouler en 3 temps. Dans son premier quart d'heure, il y aura la présentation du baromètre de perception des chargeurs du transport maritime, avec d'ailleurs quelques éléments que je ne vais pas dévoiler, mais qui atténuent un peu ce que je viens de vous dire, avec Jean-Michel Garcia, délégué aux transports internationaux de l'AUTF, et Romain Binard, directeur associé Conseil, Stratégie et Transformation d'Eurogroupe Consulting. Ensuite, le débat entre nos, je ne sais plus combien ils sont, 6 intervenants. Et enfin, la présentation de la nouvelle version de la plateforme Sea Explorer par Kuehne Nagel. On va commencer avec vous, Jean-Michel Garcia et Romain Binard. Voilà, la présentation du baromètre, de votre baromètre annuel, la perception des chargeurs du transport maritime. C'est à vous, je suis le gardien du temps. Attention, on vous écoute. Merci Frédéric. Donc, bonjour à tous, merci de nous donner 15 minutes pour vous présenter le baromètre de perception des chargeurs sur le transport maritime. Donc, je suis Romain Binard d'Eurogroupe Consulting. Et je suis Jean-Michel Garcia, donc de l'AUTF, l'association des utilisateurs de transport de fret. C'est à vous, on vous écoute. C'est une première édition pour ce baromètre. L'objectif, c'est de donner la parole aux chargeurs et d'évaluer leur perception sur plusieurs dimensions concernant le transport maritime. Donc à la fois les achats de transport, les ports et les places portuaires, les transports terrestres, les pré- et post-acheminement, les compagnies maritimes. Et puis on a ajouté un dernier volet lié finalement à la situation qu'on a tous vécue, la situation face à la crise sanitaire et économique. Donc le baromètre a été réalisé en partenariat avec l'AUTF qui a consulté ses adhérents. Donc, on remercie chaleureusement ceux qui ont participé à cette consultation qui s'est faite en 2 temps. Un premier temps de janvier à février 2020 et puis une deuxième consultation complémentaire au mois de mai sur les questions liées à la crise sanitaire et économique. Donc, le panel de la première consultation est composé des secteurs de l'agroalimentaire, de la chimie, de la distribution. On a un panel quasiment français, 88% ont leur centre de décision achat en France. Et puis la moitié du panel est à la fois importateur et exportateur. Sur le premier volet, qui est lié donc à l'achat de transport, 41% des acteurs du panel font appel au service d'un commissaire de transport. Néanmoins, ils nous disent que globalement, ils sont décisionnaires à la fois sur le choix de la compagnie maritime et du port. 88% des acteurs du panel décident sur le choix du port et 74% cherchent à influencer ce choix auprès de leur commissionnaire. Et pour les compagnies maritimes, ils sont 2/3 donc à décider de ce choix de compagnie et aussi 2/3 à chercher à influencer ce choix auprès de leur commissionnaire. Ce premier volet nous montre que les entreprises industrielles et commerciales ont un poids incontestable sur le choix des entreprises de transport maritime, du pré- et post-acheminement, mais aussi et principalement sur le port. Et donc les chargeurs ont des attentes, c'est ce qu'on va voir ensemble. Une bonne écoute des chargeurs permettra de mieux les guider dans leur choix. Deuxième volet, port et places portuaires. Donc là, le panel sollicite majoritairement le port d'Anvers, même si tous les ports français sont utilisés, puisque 93% du panel utilise au moins un port français, 68% utilisent au moins 3 places portuaires pour leur transport de marchandises. Et les critères de choix finalement d'un port pour un chargeur répondent à des enjeux de compétitivité économique et d'excellence opérationnelle. On voit coût du fret maritime, fluidité des opérations. Et les critères développement durable et choix d'un port français ont été évalués finalement les moins prioritaires par le panel.
Bon, je ne sais pas s'il faut s'en réjouir, mais voilà qui atténuait un peu mes propos initiaux. Voilà, ce n'est pas le critère principal de développement durable, ce dont on pouvait se douter. Oui, et il y aura des explications d'ailleurs. J'apporte juste des précisions sur ces deux schémas. Le premier, quand on parle du top 5 des ports les plus utilisés, on parle d'utilisation des ports et pas des volumes, hein. Donc ça, c'est une précision quand même à apporter qui est importante. Deuxième précision, lorsqu'on parle des critères, est cité en troisième critère la fluidité des opérations. C'est quand même le critère qui est le plus cité parmi les trois principaux critères. Lorsque les chargeurs choisissent un critère, il est le plus cité dans les trois premiers. Donc c'est aussi quelque chose d'important à rappeler. On est effectivement dans une logique économique. Pour que les chargeurs utilisent un port, il faut bien qu'il y ait du service, donc la présence de compagnies maritimes et des lignes régulières, mais aussi des opérations et des coûts, et que ces derniers soient fiables. Là, on est vraiment sur une notion économique. Très bien. Toujours sur les ports, oui. Toujours sur les ports et places portuaires, la satisfaction et le niveau de satisfaction des chargeurs, donc il est 67% des acteurs du panel sont globalement satisfaits des places portuaires françaises. Et alors on voit que la place portuaire de Dunkerque se démarque par rapport à la moyenne nationale, puisque 53% sont très satisfaits de la place portuaire. Et sur le niveau de qualité de service, 50% du panel déclare que la qualité de service des places portuaires s'est améliorée ou est restée stable. Et là aussi, Dunkerque se démarque finalement de la moyenne nationale, puisque 40% jugent qu'elle s'est fortement améliorée. Alors là effectivement, c'est pas une surprise. On sait bien que sur la communauté port, entreprises de manutention, la région, les transporteurs, les commissionnaires, les chargeurs, ils ont su identifier certains risques, voire certains enjeux économiques, et ils ont trouvé des solutions communes. Si on regarde les chiffres, il n'est pas difficile de voir qu'effectivement le modèle de Dunkerque semble être une bonne référence peut-être à étendre. Intéressant. Dernier volet sur les ports et les places portuaires, ce sont les axes de progrès prioritaires. Et comme vous voyez, les trois premiers finalement sont des critères qui relèvent des opérations maritimes et portuaires. Et là aussi, en queue de classement, on retrouve les enjeux environnementaux et de développement de nouveaux services. Mais c'est bien la fluidité qui reste première. Hein. Exactement. Et qui a un lien avec la digitalisation, d'où l'objet de ce débat. Alors ça se comprend parce qu'effectivement, au niveau portuaire, puisque là on est au niveau portuaire, il n'y a pas beaucoup d'indicateurs écologiques qui permettent d'orienter les choix sur tel ou tel port. Aujourd'hui, il y a des choses en construction, il y en a qui existent déjà dans certains pays, mais pas partout. Donc là, c'est pour ça que ça ne fait pas aussi partie des premiers choix des chargeurs, mais il faut savoir que déjà en choisissant le maritime, c'est déjà un choix par rapport à d'autres modes de transport, tels que l'aérien. Donc souvent, effectivement, il y a rien que le fait de prendre du maritime, c'est déjà un premier choix, sachant qu'il y a aussi des politiques internationales liées maritimes, liées à l'environnement, qui sont relativement fortes et précises, et on le verra par la suite. On est sur ce volet-là sur des basiques opérationnelles, fiabilité des opérations et des services, maîtriser les bases finalement, sans oublier quand même quelque chose qui est important, hein, la fiabilité de l'information qui apparaît quand même. Alors les chargeurs n'ont pas forcément un accès, tous les chargeurs n'ont pas forcément un accès simple à ces informations, et pourtant c'est des choses qui changent la donne. Donc on aura l'occasion d'en parler justement dans le sujet qui suit. Autre volet, donc les transports post-acheminement. Voilà, les pré-post-acheminement. Donc là, le panel plébiscite largement le transport routier, ils sont 63% à l'utiliser. 20% utilisent le transport combiné rail-route. Et ce qui est intéressant, c'est sur les engagements de report modal, on note qu'il y a 26% du panel qui ont les engagements de report modal vers le transport ferroviaire et 18% vers le transport fluvial. Donc il y a potentiellement des opportunités de services à proposer aux chargeurs.
Et puis le dernier point, c'est le classement des critères pour le choix d'un transport terrestre. Et là, c'est à l'image finalement des critères de choix importants. On retrouve les enjeux de compétitivité économique et d'excellence opérationnelle, les coûts, le lead time, la disponibilité des infrastructures. Alors l'intérêt justement de ces modes de transport massifiés que sont le ferroviaire et le fluvial sont incontestables, hein, il n'y a aucun problème. L'intérêt de désengorgement des ports est bien en tête des chargeurs. Ils ont des attentes très fortes sur ces modes de développement. Pourtant, aujourd'hui... Ils ne veulent pas souvent payer le prix de la surcharge. Exactement. Exactement, il y a des déséquilibres de coûts et un manque d'infrastructures. Et ça, effectivement, on travaille à développer ces aspects. Ce qui peut expliquer le classement de Dunkerque aussi. Dunkerque qui a mutualisé les THC, enfin les frais je perds mes mots, les frais de manutention, voilà, qui sont mutualisés entre tous les modes pour redonner un avantage au fluvial et au ferré. Je ferme la parenthèse. Tout à fait. On poursuit donc sur le volet compagnie maritime. Donc là, les principaux critères de choix d'un transporteur maritime pour les chargeurs sont avant tout le prix du service, la disponibilité de l'espace de chargement et le transit time. Et puis, ils reconnaissent que les critères qui sont le plus améliorés et un meilleur taux de satisfaction, c'est la stabilité financière, le degré d'adhésion au contrat et la fiabilité de la réservation du fret. Alors, je vais pas trop développer ce point parce qu'il part de lui-même. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il y a quand même une certaine décorrélation entre les critères de choix des chargeurs et comment ils jugent leur satisfaction par rapport à ces critères. En fait, là où les chargeurs ont des attentes, c'est là où ils sont le moins satisfaits. D'accord. Très bien, suivante. Oui. Alors, où les compagnies maritimes se sont le plus améliorées en termes de performance, donc ils reconnaissent que c'est le volet développement durable et stabilité financière, et puis les critères sur lesquels les transporteurs maritimes devraient s'améliorer pour offrir un meilleur service, on va retrouver, c'est en lien avec le précédent slide, sont les prix, le transit time, le suivi et le traçage, la disponibilité de l'équipement et la stabilité des prix. Exactement. Donc les résultats sur le développement durable, ça s'explique, puisqu'il y a quand même des politiques internationales IMO 2020, par exemple, sur tout ce qui est dégagement effet de serre, le soufre, le CO2. Donc les compagnies choisissent des technologies qui font partie de leur politique interne, et donc effectivement, il y a une ligne directrice à suivre. Donc sur ce point-là, c'est effectivement reconnu. Maintenant, si on regarde un point qui se détache particulièrement, et là où on voudrait qu'il y ait des progrès, c'est sur la partie suivi, traçabilité des opérations. Le flux d'informations, le flux physique, c'est des enjeux majeurs pour les chargeurs. Et donc là aussi, la conférence qui suit va y répondre. Voilà, exactement. Toutes les choses s'arrangent bien. Diapo suivante. Donc, dernière partie de notre baromètre qui porte sur la situation face à la crise sanitaire et économique. Donc, comme je vous l'avais présenté en introduction, donc, il a fait l'objet d'une deuxième consultation. Donc, le panel n'est pas le même que précédemment, mais on retient quand même qu'une grande majorité des répondants ont ressenti un impact fort et certains moyens de la crise sanitaire et économique. Et ça se traduit... 23% des répondants ont utilisé une autre compagnie maritime du fait de l'arrêt de certains services. Et 38% des répondants ont aussi utilisé d'autres ports que ceux habituellement utilisés, avec deux principales raisons, la qualité de service des opérations portuaires, puis l'arrêt des services sur certaines compagnies maritimes. Alors je vais juste profiter de ce point-là pour rappeler qu'effectivement, il y a beaucoup d'industries qui ont souffert plus ou moins de manière importante. Certaines ont été à l'arrêt. Il y en a qui ne se relèveront pas, d'autres qui vont devoir réduire leur voilure, supprimer des effectifs. Les chargeurs étaient déjà dans une logique de compétitivité internationale accrue et finalement les critères de choix qui étaient le coût, le service, la qualité et plus particulièrement la fiabilité liée au coût, au service,
eh bien, maintenant, ces critères vont s'accentuer. C'est plus une question de compétitivité, mais des fois, c'est une question de survie. Donc voilà, durant cette période, les chargeurs ont été contraints d'utiliser d'autres ports parce qu'il n'y avait pas d'escale. Donc il y a des questions, potentiellement à se poser sur ces points-là. Alors, le panel juge aussi que la qualité de service s'est plutôt dégradée durant la période de confinement, alors de façon différenciée, parce qu'on voit quand même qu'elle est plutôt dégradée pour les compagnies maritimes et un peu moins pour les places portuaires et les transports terrestres. Par exemple, 15% des répondants trouvent que la qualité de service est plutôt améliorée dans les ports pendant cette période. Effectivement, une grande insatisfaction des chargeurs envers les compagnies maritimes qui ont supprimé des services complets, allongé les délais. Ils ont réduit l'offre, moins d'espace pour maintenir certains niveaux de coûts. Ils ont pratiqué des surcharges en provoquant effectivement une incompréhension totale de la part des chargeurs. Alors au niveau de l'aspect portuaire, c'est un petit peu plus mesuré parce qu'effectivement, même si ça n'est pas toujours très bien passé partout, mais on peut signaler quand même que les ports français ont maintenu leur activité, c'est à saluer. Romain. Dernier point sur les perspectives. Donc, là, plus d'un quart des répondants envisagent une nouvelle stratégie de transport post-crise. Voilà, ils annoncent, un quart des répondants envisagent de changer de compagnie maritime, un quart envisage de changer de place portuaire. Et puis, pour la pression de la qualité de service suite à la reprise d'activité, là aussi, on voit que la reprise ne s'est pas faite au même rythme sur les trois dimensions. On voit que les places portuaires, le pré-post acheminement a plutôt un retour à la normale plus rapide versus les compagnies maritimes, voilà, où encore la qualité de service est jugée en deçà des attentes. Alors, il y a les chiffres de la reprise économique qui sont tombés il n'y a pas tellement longtemps et qui montrent que dans certains secteurs, effectivement, il y a une reprise qui va se faire un peu plus rapidement que prévu. Mais pour le coup, il ne faut quand même pas négliger le fait que les chargeurs revoient leur supply chain. Ils s'adaptent, les supply chains s'adaptent. Donc, ils sont en train de se poser certaines questions. Ils sont en train aussi de changer pour certains leur modèle. Les chargeurs ont plus que jamais besoin de signaux forts du gouvernement comme des places portuaires. Romain, petit mot de conclusion. Un petit mot de conclusion. Alors, je peux juste peut-être commencer sur la conclusion et puis je te laisse terminer peut-être. Voilà, donc c'est un monde maritime qui est complexe. Les chargeurs sont en attente quand même de services très, très forts. Nous croyons sincèrement quand même que les ports français sont et pourraient être un avantage concurrentiel pour l'économie française. C'est une belle opportunité pour les ports français d'avoir des actions significatives et fortes. Donc, je te laisse conclure. Juste déjà remercier les chargeurs qui ont participé à ces deux consultations. Et puis, on espère bien sûr avoir d'autres éditions, que ce baromètre dans le temps et qu'on puisse se retrouver pour la SIPL 2021 physiquement pour présenter une deuxième édition. En incluant peut-être aussi les commissaires de transport à ce questionnaire, notamment TLF Overseas. Voilà. Merci Jean-Michel Garcia, AUTF. Merci Romain Binard, Eurogroupe Consulting. Je ne me suis pas présenté, Frédéric Denré, je suis journaliste. J'anime les débats du Maritime Day depuis que le Maritime Day existe et c'est la première fois que le Maritime Day est condensé en un seul débat sur un seul sujet, mais on l'a vu qui est fondamental pour les chargeurs, la digitalisation fondamentale, parce que derrière la digitalisation, on a la fluidité, le transit time, on a la notion même de service. Pour en parler, j'aurai avec moi Julien Cotte, président
directeur général de Wakeo, Carl Leron, fondateur de Baïko, Hervé Cornet, président du directoire de Sogет, Hervé Martel, président du directoire du Grand Port Maritime Marseille-Fos, et Jordi Torrent, chef de stratégie pour les ports de Barcelone. On va commencer par vous, Jordi. J'espère que vous n'êtes pas vexé de ne pas avoir été cité dans ce baromètre. En tout cas, foi de ch'ti, hier, il y avait 2 ch'tis présents dans mon débat. C'est encore une fois un port ch'ti qui est au premier. Donc voilà, c'est la fierté ch'ti. Qu'est-ce que vous voulez? On ne peut rien contre. Blague à part, Jordi Torrent, la digitalisation vue depuis Barcelone. Qu'est-ce que c'est? Ça répond à quoi? Est-ce que déjà, en quelques mots, vous avez été surpris? Comment vous analysez ce baromètre? D'abord, merci pour nous inviter à participer dans ce débat. Je suis le seul non-français, je pense. D'abord, merci. Impeccable. J'ai un peu honte de commencer, de démarrer avant surtout de M. Martel, le président du Grand Port Maritime de Marseille et les autres. Mais merci beaucoup. Non, le baromètre est très intéressant. On fait des choses pareilles ici en Espagne. Nous, on n'est pas nommé dans le baromètre, malheureusement. On est utilisé par des chercheurs français, surtout du sud de la France, mais pas beaucoup, mais pas mal. Ça dépend surtout dans la région Perpignan jusqu'à Toulouse, comme ça. Mais je comprends parfaitement qu'on ne soit pas nommé dans le baromètre. Donc, j'ai 5-10 minutes, je pense, pour parler. J'ai préparé 2 diapos. C'est ça, je vais essayer de les partager avec vous. J'espère que ça marche. Attendez. Et ils sont là. On voit quelque chose ou on voit rien? Voilà, quelque chose. Oui, ça va, non? C'est ça. Un partage d'écran, Jordi, sinon on a accès à tout votre ordinateur. C'est ça, non? Vous le voyez maintenant. Voilà. Oui, c'est parfait. Je ne vous vois pas, donc mais je vois l'écran seulement. OK? Alors, d'abord, avant de rentrer directement au sujet de la digitalisation, 2 minutes avant pour marquer ça dans une chose plus générale. Non? Et surtout, nous à Barcelone, on était en train de rédiger notre plan stratégique 2021-2025, où la digitalisation est un aspect fondamental. Mais pourquoi est un aspect fondamental, non? Pour les ports et pour les chaînes logistiques? Alors, ce qu'on était en train de voir quand on était en train de rédiger le plan stratégique juste avant le Covid, la crise de Covid, c'est ça, ce que vous voyez ici sur l'écran. Et ce qu'on pense chez nous, c'est que le Covid ne va pas changer beaucoup les tendances qu'on voyait déjà avant de la crise. Non? C'est pour cela qu'on l'appelle plutôt un accelerator plutôt qu'un game changer. Non? Et ça s'applique aussi à la digitalisation, non? Ça va être un accelerator aussi, non? Alors, c'est que je vais passer très vite par tous ces bullets-là, parce qu'ils s'expliquent par eux-mêmes. Alors, ce qu'on était en train de voir, c'était, et tout ça, je pense que presque tous ces bullets vont s'accélérer pendant les prochains mois, 2 ans. C'est d'abord envoyer une stabilisation du commerce extérieur, ce qui est le client des ports, disons, et des gestions logistiques, non? Une stabilisation après 30 ans de croissance, les 10 dernières années, disons, on a vu une stabilisation et dans quelques domaines même une baisse. Une croissance du trafic et du commerce extérieur et du transport maritime entre les pays asiatiques est embryonnaire, mais ça va se développer beaucoup pendant les 10 prochaines années. Une croissance du commerce extérieur origine-destination l'Afrique, et surtout l'Afrique de l'Ouest, des pays comme la Nigeria, comme le Côte d'Ivoire, aussi dans l'autre côté, Éthiopie, Tanzanie, etc., etc. Une servitisation de l'économie, ça c'est pas, je ne sais pas si c'est un mot qu'on peut dire en français, en espagnol non plus, okay, mais je ne sais pas comment le dire. Mais le mot est pas mal, je le retiens, la servicisation, l'économie qui devient une économie de service est moins industrielle, vous voulez dire, moins productrice? Moi, quand je vois mes enfants, mes adolescents, j'ai des enfants de 18-15 ans, ils achètent peu de choses physiques et plus de choses virtuelles. Non? Et ça, avec le confinement, tout ça, ça va se monter. Aussi, le commerce électronique, on a eu des gens de quarantaine, 50, 60 ans qui ont essayé pour la première fois ou qui n'utilisaient pas beaucoup le commerce électronique avant et qui vont l'utiliser à partir de cette crise beaucoup plus. Les disruptions, maintenant on a vécu la disruption à cause du Covid, mais il y a 3 ans, dans notre secteur, on a vécu une disruption très grave avec une cyberattaque qui a affecté le premier mondial, par exemple. Et ça, c'est une chose qui va se produire d'une façon, on pense, régulière. Et chaque fois,
peut-être plus souvent. Alors, on doit être prêt. Et là, la digitalisation est très importante. La pression sur la durabilité des chaînes logistiques, très important aussi, qui va s'accroître, on pense aussi, dans les prochaines années, même s'il y a quelques projets qui vont retarder un peu, non, à cause de, par exemple, au port, on va devoir financer des choses qui n'étaient pas prévues, donc peut-être que quelques projets vont se prolonger dans le temps, mais ils vont rester très importants. Surcapacité dans les secteurs, bateaux, ports, terminaux. En Espagne, déjà, moi je ne sais pas en France si c'est la même chose, on voit une concurrence qui est en train de s'accroître dans la distribution intérieure entre agents maritimes et opérateurs logistiques. Les agents maritimes sont en train de acheter des terminaux intérieurs, acheter des locomotives pour faire des trains ferroviaires, etc., dans une grande concurrence entre agents maritimes et opérateurs logistiques aussi, entre intégration verticale des acteurs. Les agents maritimes sont le cas le plus important. Ils achètent des terminaux intérieurs, ils ont des terminaux conteneurs, ils ont des bateaux. Alors, et concentration entre agents maritimes, opérateurs logistiques, etc., etc. Et finalement, digitalisation. Non? Alors, quand il s'agit de la digitalisation, pourquoi est-ce qu'elle est importante, non? D'abord, pour réduire les coûts, évidemment. Aussi pour la durabilité. Avec la digitalisation, et je vais nommer 2 exemples chez nous, on peut réduire beaucoup l'empreinte environnementale de la chaîne logistique. Et surtout pour garantir que c'est la fiabilité, vitesse, résilience et flexibilité de ces chaînes logistiques pour les clients du commerce électronique, etc. Non? Alors, la digitalisation, parfois, chez nous, au port aussi, on met la digitalisation devant. Alors, la digitalisation, c'est un moyen d'arriver à une chose. Non? Et ce qu'on est en train d'essayer, c'est de réduire le coût, de réduire l'empreinte environnementale et de garantir aux chaînes logistiques la fiabilité, vitesse, résilience et flexibilité. Et nous, chez nous, et à Marseille, probablement c'est une chose très pareille, et dans d'autres ports européens aussi, on a un catalogue de 50 projets de digitalisation au port. Donc, dans tout le secteur et domaine, ici, vous avez quelques exemples qui sont assez pareils. J'imagine que à Marseille ou au Havre ou à Rotterdam, non? Le Port Booking System, par exemple, ça c'est un projet très important. Qu'est-ce qui nous arrive au port? On a chaque jour 2 bateaux plus grands qui arrivent, avec des escales, avec des mouvements. Pendant ce confinement à Barcelone, on a eu l'escale de 2e bateau le plus grand au monde port-conteneur, 23 000 EVP dans le bateau. Il a fait 7 000 mouvements à Barcelone dans une seule escale. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est un bateau qui arrive le samedi, non? Et tout le monde veut ramasser ou envoyer si c'est des exportations, hein, mais les conteneurs lundi matin, non? Si c'est l'exportation, laissez le conteneur le vendredi soir, non? Nous, on a dans les terminaux des lignes d'attente de moins d'1 heure pendant toute la semaine, sauf 10% du temps où on peut arriver à avoir 3 heures, ça veut dire lundi matin, vendredi après-midi. Non? Donc là, on est en train de développer un port booking system pour que les transporteurs puissent faire une réservation, non? Et donner quelques avantages aux gens qui font les réservations dans les peak hours. Non? On est en train de développer aussi un container tracking application où les chargeurs, les commissionnaires de transport poursuivent le parcours du conteneur depuis le bateau jusqu'à ce qu'il monte sur un train ou sur un camion. La digitalisation des chaînes logistiques, l'automatisation des terminaux conteneurs. On a un terminal semi-automatisé, le premier en Méditerranée, BEST du groupe Hutchison, et 45 projets en plus de digitalisation. Donc, je laisse ici les 2 diapos, seulement pour finir que même si un chargeur qui est à côté du port de Barcelone ou à côté du port de Marseille difficilement utilisera notre port, mais chaque fois plus, les chargeurs peuvent échanger entre offres portuaires plus facilement. Le port, on est en train de devenir des commodités aussi, non? Qui peut être assez facilement échangé parmi un et les autres. Et là, tous on est en train de travailler dans la même direction en matière de digitalisation, par exemple, et on pense chez nous que c'est pour cela que encore le capital humain
va être très important dans le port comme facteur un peu de différenciation entre les différentes offres portuaires. Ça, c'est intéressant ce que vous dites. Vous dites que finalement, par la digitalisation, les ports s'effacent un peu auprès des chargeurs et que ce qui va rester, c'est le contact humain. Je vous pose d'autant plus la question qu'il y a une question posée par un internaute, qui se demande simplement est-ce que la digitalisation ne va pas tuer l'humain sur les ports, ne va pas tuer le contact humain? Vous vous dites au contraire, ça va renforcer, comment dirais-je, le contact humain sera le marketing des ports. Voilà. Moi, je ne dirais pas au contraire. Moi, je dirais c'est vrai que la digitalisation, l'automatisation, la robotisation mène à moins de postes de travail pour les personnes, mais que le capital humain qui développe ce système et qui contacte avec les clients, tout ça, ça va rester très important parce que finalement, on aura tous plus ou moins les mêmes portes automatiques, les mêmes systèmes de charger, décharger des bateaux, etc. etc. La productivité des dockers est très importante encore, mais le capital humain va rester, on pense, très important comme facteur de différenciation entre des dizaines d'outils de digitalisation qui vont être plus ou moins pareils partout. C'est intéressant ça. Merci Jordi Torrent. Hervé Martel, la digitalisation efface risque d'atténuer la personnalité de chaque port. Ah ben, on ne vous entend pas. Votre micro est coupé, Monsieur Martel. Ben, il est toujours coupé. Je ne sais pas ce que l'on peut faire. Faites-moi signe de la main. Qui entend Hervé Martel, au cas où? Personne? Non. Monsieur Martel, essayez de régler votre problème technique, à moins que là, vous y parveniez tout de suite. Sinon, je passe à quelqu'un d'autre. Ben voilà, on est en direct. On est exactement comme à la télé ou à la radio. Donc, pendant ce temps-là, je peux meubler. Hervé Martel. Non, on ne vous entend pas. Essayez de régler votre problème, Monsieur Martel. Je suis désolé. Je vais passer la parole à Hervé Corned. Hervé Corned, allumez votre micro le temps qu'Hervé Martel règle son problème technique. La Soged, on a évoqué, Jordi Torrent l'a évoqué, le problème du hacking à force de digitaliser. Est-ce qu'on ne fragilise pas un peu plus les chaînes d'approvisionnement, le système maritime, parce qu'on s'offre plus aux attaques de pirates, de hackers? Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, pour nous, la cybersécurité, c'est une priorité parce qu'on est une plateforme mutuelle, digitalisée, mutualisée, donc avec des nombreux acteurs. Et donc, on a évidemment une priorité qui est comment on sécurise les flux. Et on l'a vu pendant le Covid, puisque nous, à partir du début du confinement, on a beaucoup d'entreprises qui nous ont demandé de monter des tunnels sécurisés pour leurs propres salariés, ce qu'on a appelé Soged à domicile. On a créé 300 tunnels sécurisés pour plus de 350 entreprises qui avaient ce besoin. Donc, on voit bien que la sécurisation des process, et plus on ouvre le système, et on a bien vu que souvent, on est obligé de produire une sécurisation assez forte de nos systèmes. Donc, pour Soged, puisqu'on lance notre nouvelle plateforme digitalisée S1. Alors, déjà, expliquez-moi à nos amis qui ne connaîtraient pas ce monde, quel est votre produit phare, S1, donc? Qu'est-ce que vous faites assez rapidement? Community System ou des plateformes digitalisées qui permettent à tous les acteurs d'une chaîne logistique de se connecter, d'améliorer la performance, de savoir quand le conteneur a été réglé, et d'accélérer le passage de la marchandise. On est un vecteur de booster du passage de la marchandise. Et on va très loin, puisque par exemple sur notre plateforme dernière génération en Jamaïque, on va jusqu'au e-payment, on va jusqu'à la dématérialisation des licences d'importation ou d'autres produits. Donc, pour nous, sur notre nouvelle plateforme S1, par exemple, pour revenir au problème de la sécurisation, c'est une plateforme full Internet sécurisée. Mais pour s'adapter aux demandes des clients, effectivement, on a la possibilité pour les clients qui souhaitent de créer des tunnels crypto sécurisés. Et puis, on a été encore plus loin, puisqu'on voit souvent que beaucoup d'entreprises qui ont subi des cyberattaques viennent travailler avec les équipes de Soged. On a créé une plateforme privative complètement sécurisée avec le groupe Orange Business Service pour une sécurisation optimale et offrir à nos clients, en tout cas, un choix en matière de sûreté et de cybersécurité. D'accord. Alors, vous vous occupez de tout, même des contrôles, contrôle douanier, contrôle phyto, vétérinaire? Voilà, c'est-à-dire que globalement, on est interfacé avec l'ensemble des systèmes douaniers, pas seulement en France, dans toute l'Europe.
et à peu près sur toutes nos plateformes, internationales. Donc, l'objectif numéro 1, c'est d'avoir un système ouvert qui permet aux clients, parce que c'est notre ADN, hein, les plateformes mutualisées, ça veut dire que tous les grands acteurs aujourd'hui de la logistique mondiale, que ce soit la logistique mondiale, que ce soit les armateurs, les logisticiens, les commissionnaires de transport et les chargeurs travaillent avec nous. Donc, pour faire travailler tout le monde ensemble, effectivement, il faut une certaine ouverture, mais il faut qu'en contrepartie, il y ait un équilibre. D'où pour nous, on a renforcé notre offre de service au regard de la pression cyber qui est en train de monter au sein de toutes les directions générales de nos clients. D'accord. C'est une peur justifiée, il y a un nombre d'attaques qui augmente ou une qualité? Nous, on a amené avec le groupe Gras Savoie et Tower Wallis, on a amené une étude avec eux sur le phénomène d'attaque cyber dans le secteur des transports, de la logistique, du maritime et du portuaire. Et effectivement, aujourd'hui, il y a une explosion de ce type d'attaque. Donc, on a pu la mesurer et surtout, nous, le but, c'est de s'adapter en gardant nos systèmes le plus ouverts possible, mais avec un maximum de sécurité, puisque on a des clients qui se connectent de partout. Et l'ADN de notre système, c'est vraiment pour améliorer le passage de la marchandise ou les chaînes logistiques, comme sur l'axe Seine, puisqu'on part du Havre, de Rouen, de Paris, jusqu'aux entrepôts des clients, c'est d'avoir un vrai système sécurisé et qui correspond aux besoins des entreprises. Donc effectivement, c'est une donne majeure aujourd'hui d'essayer et d'offrir des solutions cyber à 3 niveaux, tout en sachant qu'y compris le full web, on se doit d'offrir un full web sécurisé au maximum. Et après, évidemment, il y a plusieurs options en fonction des demandes de nos clients. D'accord. Oui, vous suivez, vous assurez tout jusqu'à la livraison, c'est-à-dire, jusqu'à la livraison. Vous vous occupez également du ferré et du fluvial, hein? Oui, bien sûr, et puis de l'aérien sur certaines plateformes. Voilà, globalement, nous, notre ADN, c'est vraiment de booster le passage de la marchandise, de faciliter les échanges avec les administrations et d'optimiser les chaînes logistiques au travers des plateformes qu'on peut utiliser. On peut aller même sur nos solutions en Afrique jusqu'à du e-payment qu'on fait avec le groupe Orange Business Services sur la République démocratique du Congo, sur le Togo, en Jamaïque, avec des plateformes dernière génération qui est S1, qui est en cours de finalisation de déploiement complet sur l'axe Seine. Et puis sur les autres bases logistiques françaises qu'on équipe déjà. D'accord. On gère à peu près 190 millions de messages pour le compte de nos clients. Donc, 190 millions de messages. Pour vous donner un comparatif, la douane française, Delta, c'est 15 millions. Nous, c'est 190 millions. Donc, on se doit de leur apporter un service à valeur ajoutée optimal, sécurisé. Et puis, on a aussi des solutions pour les gens qui souhaitent travailler avec nous, de plateformes API qu'on est en train de lancer pour améliorer les connexions avec les prestataires. On a plusieurs à cette conférence et leur faciliter le travail. Voilà, mais tout en sécurisant le cœur de notre réacteur, puisque déjà l'ouverture intégrale aux clients, pour nous, a ouvert le terrain de jeu et donc nécessité de renforcer cette sécurisation. Donc voilà, on est sur une technologie évidemment Microsoft, puisqu'on a un partenariat historique avec le groupe Microsoft. On a mis en place ce genre de plateforme digitale, ce qu'on appelle PCS. On a été les premiers au monde à le mettre dans le cloud Azure, intégralement en Jamaïque. Donc on le déploie aussi sur des solutions France. Donc effectivement, il y a un gros travail de nos équipes d'ingénieurs, d'architectes pour sécuriser au maximum pour l'ensemble de nos clients. Tout en sachant que j'avais un très grand armateur qui me disait récemment pourquoi la plateforme n'est pas complètement privative. Je lui disais, ça veut dire qu'on n'est plus mutuel. Et on ne peut plus mutualiser, on ne peut plus échanger. Donc voilà, donc nous on a 2 priorités, la sécurisation des plateformes, la qualité de nos données, parce que ça c'est essentiel, hein. On a derrière des systèmes douaniers un peu partout en Europe et dans le monde, et donc fournir sécurisation, qualité des données et booster le passage de la marchandise, puisqu'on voit que globalement on a un accélérateur de flux et qui permet à tous les acteurs d'accélérer leur propre process. Et puis récemment,
avec Aropa, on a même sorti des indicateurs de performance dynamique, des KPIs entre guillemets, qui permettent aux différents clients de booster et de se benchmarker par rapport à d'autres, par rapport à la moyenne portuaire, par rapport à certains flux, des flux par rapport à d'autres. Donc voilà, des outils digitaux de nouvelle génération qu'on appelle un peu, entre guillemets, business intelligence, mais qui permettent aussi de gérer leur part de marché, d'avoir une action très, très dynamique au niveau des BI. Ok, merci. Hervé Cornet, est-ce que Hervé Martel a pu se reconnecter au niveau du son? Je crains que non, car je ne vois pas son image. Bon alors Carl Leron, sur mon écran, vous êtes juste à côté d'Hervé Cornet, c'est comme si vous partagiez le même bureau. Vous êtes le fondateur de Byco, vous suivez, je vais résumer à l'extrême, vous suivez le conteneur. Le conteneur, c'est votre objet. Qu'est-ce que vous proposez? Bonjour à tous, vous m'entendez correctement déjà? On s'entend très bien et on vous voit parfaitement. Magnifique. Donc Byco, c'est une plateforme collaborative au service des importateurs et des exportateurs. On les aide à planifier, à exécuter leur transport et toute la relation avec les freight forwarders et les compagnies maritimes. Et on aide les importateurs et les exportateurs à suivre à la fois effectivement le container, mais aussi tous les documents qui sont liés au transport. Et d'une manière plus générale, comme on a toutes les données qui sont liées à l'exécution du transport, on suit également la performance de l'ensemble de leurs partenaires. Alors justement, pour fixer un dossier de transport habituel en container, c'est combien d'intermédiaires, de sociétés, de papiers, de modèles différents que vous intégrez? C'est ça la grande beauté du business en container, c'est que c'est par construction très compliqué, quoi. Entre le milieu de la Chine et le milieu de la France, il y a entre 15 et 25 sociétés qui s'enchaînent pour traiter un dossier de transport. Et aujourd'hui, il y a pas mal d'enjeux de digitalisation parce que la coordination opérationnelle entre ces 15 ou 25 acteurs est quand même faite majoritairement par mail, par téléphone, par WhatsApp, QQ en Chine ou d'autres moyens qui sont quand même assez hallucinants de nos jours. Voir des données, tout simplement. Ben oui, ce qui est magnifique, c'est que nous, on mesure le nombre de mails chez nos clients par dossier et on est en moyenne à 200 emails par dossier. Donc, 15 fois 25, ça fait beaucoup, oui. C'est ça. Regardez, un porte-container qui fait 20 000 TU, ça fait en gros 6 000 BL, ça fait je ne sais pas combien de sociétés qui touchent à ces 6 000 BL, fois 25, fois 200 emails, fois 30 secondes pour y répondre. Ça fait 4 siècles de travail administratif par voyage pour un porte-container, et il y a 5000 porte-containers dans le monde. Enfin, vous voyez, la digitalisation a de beaux jours devant elle dans le monde du maritime. Donc, vous agrégez tout ça depuis le milieu de la Chine, c'est ça, comme vous dites, depuis le départ du container jusqu'à votre client. Mais votre plus produit, c'est le container une fois qu'il arrive sur site. Alors, notre plus produit, c'est vraiment de rassembler autour d'un même dossier l'ensemble des acteurs clés de la chaîne. Donc, plutôt que de s'envoyer des infos de manière disparate sur des emails qu'on forward ou en reply, et puis on est submergé et perdu dans ces emails où on ne sait pas où est la vraie information. Donc, notre plus, c'est de mettre tous les acteurs clés de la chaîne sur un seul et même dossier. Et donc, du coup, vous mettez à jour une donnée, tout le monde est au courant. Comme on l'a vu pendant cette crise sanitaire, il y a eu beaucoup d'aléas. Et je pense que nos clients, importateurs, exportateurs, se sont rendus compte de la puissance du digital, en particulier dans ces moments de crise où il y a beaucoup d'aléas à gérer. Et en fait, un aléa, quand il est identifié par quelqu'un dans la chaîne logistique et que cette donnée est partagée avec l'ensemble des acteurs qui ont quelque chose à faire dans ce dossier, que ce soit les transitaires, les compagnies maritimes, les usines de production, les réceptionnaires, eh bien, les problèmes se résolvent de manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus réactive, avec des décisions qui sont prises de manière plus affûtée que quand on est bombardé, submergé d'emails dont on ne sait pas où est la bonne information dans l'email numéro 43 000 que vous avez sur votre boîte. D'accord. Vous intégrez tout, donc mais on rend les choses simples en fait. Voilà. D'accord. Et vous la rendez simple, notamment, voilà, le container, une fois arrivé sur site, vous me disiez, alors j'étais peut-être très naïf, qu'aujourd'hui,
On va voir ce qu'il en est en notant sur un petit bout de papier son numéro et le numéro de scellé. Là aussi, vous apportez une amélioration pour savoir effectivement où est, pour informer le chargeur, d'où est véritablement son conteneur et de façon rapide. Oui, absolument. Alors, il y a, c'est assez édifiant, je trouve, le survey là, qui a été fait par la UTF. Avant d'apprendre à votre question, j'étais quand même absolument étonné de voir que l'environnement, c'est le dernier des critères qui a de l'importance pour les chargeurs apparemment, et que l'environnement, c'est la première des choses où les carrières se sont améliorés. Donc, certes, sur la question de l'organisation maritime internationale, mais effectivement, il y a une petite diffraction, une dissonance, on va dire. C'est ça. Mais on va y arriver, On va y arriver. Mais en posant ma question, je voudrais passer la parole à Julien Cotte derrière. Oui, tout à fait. Alors, pour répondre à votre question, effectivement, on a vu aussi que ce qui était important pour les chargeurs, importateurs, exportateurs, c'est le tracking des containers. Et aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe dans le tracking de notre monde en container, il y a une source fondamentale de données qui vient des carriers. Et les carriers, ils nous donnent on récupère l'info du container vide qui est mis à disposition, l'info du container plein qui est retourné au terminal au départ, le voyage en mer, avec des gens comme Julien chez Wakeo, on arrive à savoir de manière très précise quand est-ce que le container va arriver. Mais il y a deux moments où il y a un trou béant dans le suivi du container, c'est ce qui se passe sur site au niveau de l'expédition et sur site au niveau de la réception. Et donc, effectivement, aujourd'hui, de manière très concrète, quand vous êtes exportateur, vous chargez un container, le container, il arrive sur site, eh bien, vous le chargez, vous l'empotez, et là, vous notez sur un bout de papier le numéro du container, le numéro de scellé, que vous envoyez quand vous avez le temps à la personne qui est responsable d'écrire les shipping instructions et les instructions, les instructions BL, pardon. Mais c'est bien pour les mafieux. C'est pas mal ce système écrit quand même. Là, vous allez casser la fraude et les systèmes mafieux avec votre système électronique. Ah, je suis désolé, vraiment. C'est vraiment, c'est pas gentil. Je suis navré. Non, mais c'est ça la beauté de la digitalisation aussi, c'est qu'on amène de la transparence. Et effectivement, plus on est transparent, plus on est safe, quoi. Plus on permet. Je pense que la digitalisation va être une source de données supplémentaire pour tous les systèmes, pour tous les gens qui font de la sécurité, pour tout ce qui est douane. Et donc, on a des grands alliés au niveau des entités gouvernementales qui sont responsables de la sécurité à la fois financière et physique. D'accord. Une fois que vous suivez le container aussi sur barge, sur train, sur camion, vous suivez jusqu'au bout? Alors, nous avons des partenariats avec d'autres startups qui font ça très bien. Donc, vu les clients, oui, on suit ça très bien. Par contre, on s'est allié avec d'autres partenaires qui, eux, sont spécialisés sur le suivi en train, en barge, en camion. Qui sont, vous pouvez les nommer, par exemple? On a des grands amis aux États-Unis qui s'appellent Project 44. Qui sont aussi implantés en Europe, avec lesquels on fait des belles choses. Et puis, il y a un certain nombre de startups européennes aussi avec lesquelles on collabore. Et ce qu'il faut retenir de ce point de vue-là, c'est que je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y a une startup qui réponde à tous les problèmes du digital. Par contre, il faut considérer les startups comme des applications sur votre iPhone. Sur votre iPhone, vous mettez les applications qui vous sont pertinentes à vous. Il faut considérer les startups comme vous en prenez 3, 4, 5 et vous les faites travailler ensemble. Et nous, notre ADN, c'est l'interopérabilité. Et donc, demain, on sera capable de s'interfacer avec Julien de Wakeo si un client le veut, avec d'autres startups. Vous nous laissez faire notre tambouille. Par contre, entre startups, vu du client, on est capable d'offrir, en collaborant, en associant les compétences de plusieurs startups, on est capable d'offrir un service sur mesure
en fonction des contraintes de chaque client. Vous êtes parfait, vous me permettez de tendre la perche sans aucun effort avec Julien Code. Julien Code, donc vous avez été brillamment introduit par Carl Laurent, vous avez compris qu'il y a des synergies possibles, une petite offre commerciale sous-jacente, subliminale, éventuellement. Vous vous occupez, vous, du suivi du bateau. Alors je vais vous poser une question toute bête. Ça paraît tellement évident de suivre un bateau qu'on se demande ce que Wakeo a pu apporter. Mais détrompez-moi, il y avait encore des trous dans la raquette que vous avez comblés. Oui, déjà bonjour à tous et merci pour l'invitation. Nous, le point clé, on intervient sur cette partie du port-à-port en maritime et on va aussi plus loin, c'est-à-dire vraiment en multimodal et en door-to-door. On l'a évoqué en introduction, le point c'est qu'il y a énormément de parties prenantes sur ces supply chains internationales. Donc ça a créé tout un ensemble de silos d'informations. Parfois, il y a du mail ou du téléphone. Parfois, il y a d'ores et déjà des systèmes et plein de systèmes développés et qui sont propres à chacun des acteurs. Et donc, l'un des vrais enjeux sur lequel nous, on intervient, c'est justement cette interopérabilité, d'assurer un suivi, quel que soit le mode de transport utilisé, pour avoir vraiment une vision globale qu'on puisse apporter aux clients. Et nos clients sont de deux ordres, à la fois des chargeurs comme des Air Liquide, Forestia ou IDF, Fondation aux Pays-Bas dans l'humanitaire, et aussi des commissionnaires de transport qui ont ces mêmes enjeux par rapport aux carrières de consolidation et de fiabilité de l'info. Le deuxième pilier sur lequel nous, on fonde notre approche, c'est qu'aujourd'hui, il y a une multiplication des sources d'informations. Et le point, c'est d'être capable d'agréger différents niveaux et de faire des choix en termes de prioriser l'information. Donc on va récupérer typiquement les données qui remontent des carrières, que ce soit en maritime mais aussi en aérien ou en routier, et on les enrichit avec des sources d'informations qui sont totalement indépendantes de ces carrières. Ça va être de la donnée de sécurité en maritime par le standard AIS ou de l'AIS par voie satellitaire. Ça peut être des informations, aujourd'hui l'IoT, donc tout ce qui est capteur connecté se développe. Nous, on ne fournit pas de solution capteur, par contre, on vient agréger différentes remontées d'informations qui peuvent venir de plusieurs technologies différentes. Et l'enjeu vraiment pour nous, c'est de contextualiser toute cette donnée. C'est de dire, j'avais un plan qui était prévu en tant que chargeur, je dois mettre 21 jours de l'Inde au Brésil. Qu'est-ce qui se passe dans la réalité et comment je peux rapprocher ce plan de départ par rapport à ce qu'il est en train de se passer? Voilà vraiment le cœur de notre approche. Ça veut dire que vous voyez la réalité des routes maritimes entre ce qu'elles sont en théorie et la réalité des choses sur le terrain, sur la mer. Oui, il y a un vrai enjeu de transparence. Parfois, on peut acheter des services qui sont censés être directs et on se rend compte dans la pratique qu'on va passer par des transshipments. Il va y avoir des changements de routing. Ça a un impact, bien sûr, sur la composante achat de je veux globalement la prestation que j'ai achetée, mais aussi très largement sur la qualité de service, le lead time que je vais recevoir à la fin. Et pour nous, l'approche, c'est très clairement de dire, au-delà de regarder l'achat transport, quelle est la composante qualité de service que je vais avoir en résultat. Et c'est vraiment là-dessus qu'on se concentre. Oui, vous me disiez, non, c'est pas vous qui m'avez dit, c'est ma petite enquête personnelle, 40% des containers arrivent en retard en France. Ça va dépendre effectivement des lignes géographiques et puis la période récente est effectivement augmenté très largement le niveau de perturbation avec tout un tas de blank selling aussi. Mais oui, le niveau global, ça c'est vraiment sur l'arrivée au port. Mais nous, ce qu'on regarde même plus largement, c'est entre le door-to-door que considère le client comme base de référence et la réalité de ce qu'il reçoit. Et aujourd'hui, ces comparaisons entre la planification et le réel, on est à plus de 2/3 en fait d'écart de un jour au minimum. Ce qui est absolument énorme. Parfois, c'est simplement le standard de référence qui ensuite est utilisé dans les systèmes d'info, qui n'est pas réaliste par rapport à la réalité de terrain du marché, mais ça représente effectivement des écarts colossaux pour les opérations des chargeurs ou des commissions de transport aussi à leur niveau. Est-ce que, alors je donne juste un exemple que vous m'aviez donné au téléphone, hein, un de vos clients c'est Air Liquide et vous me disiez que là le temps de transit il est fondamental parce qu'il y a un risque sécuritaire notamment sur le transport des logs. On ne peut pas se permettre d'avoir quelques heures et encore moins quelques jours de retard et au besoin avec vos infos ils peuvent faire un transbordement pour lisser un retard possible. Hein. Vous confirmez,
Oui, en l'occurrence, on est sur une filière à forte valeur ajoutée. Après, nous, notre application a aussi des use cases sur des cas dans le retail ou dans des secteurs où la marchandise a beaucoup moins de valeur en tant que telle. Mais là, sur le cas que vous citez d'Air Liquide, ils ont un service avec accès direct à la compagnie maritime et une capacité à recryogéner, donc remettre en température, en pression, le gaz sur le navire. Et ça, c'est ultra important pour eux pour éviter des pertes de produits qui d'abord coûtent très cher et aussi vont présenter des risques parce qu'on est sur un produit dangereux vis-à-vis des administrations portuaires ou douanières. D'accord. Est-ce qu'avec vos infos, vous pouvez faire du comment dirais-je, travail à l'envers, faire du prédictif, c'est-à-dire fort de toutes les données que vous avez, vous pouvez conseiller une route maritime, un bateau, un affréteur, un transbordement pour gagner du temps. Est-ce que vous êtes capable de prédire avec des techniques d'intelligence artificielle ou d'agrégation de données? Ouais, je séparerais d'ailleurs deux aspects là-dedans. L'aspect purement prédictif de se servir de sets de données historiques pour être capable d'anticiper, et ça c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc plus on a de données sur une route maritime et sur une diversité de routes, plus on va être capable avec la spécificité des flux de nos clients de lui dire si oui ou non il va tenir l'ETA qui était prévu. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point qui serait plus sur du prescriptif et de la recommandation en termes de choisir du coup une option A, B ou C en termes de solution de repli. Nous, on rentre vraiment sur lui donner les clés du camion en tant qu'outil d'aide à la décision. Par contre, on n'intervient pas pour l'orienter vers un prestataire ou vers un autre. On reste totalement neutre, tiers de confiance dans ce jeu-là. D'accord. Alors, une question que je pose à tous, qui m'est venue de quelques questions posées par les internautes. Est-ce qu'avec tous ces systèmes, est-ce que l'étape suivante de la digitalisation, c'est pas l'automatisation tout simplement de certaines tâches, de la plupart peut-être, qui sont les vôtres que vous avez évoquées, c'est-à-dire que voilà, des systèmes automatiques arriveraient à des signatures automatiques. Et est-ce qu'on peut encore aller plus loin? Je pose la question à tous. Levez la main et ne dites pas je le jure, mais le premier qui lève la main a le micro. Alors, Karl, allez-y, Karl. Hervé, Karl. Oui, effectivement, la digitalisation, ça va emmener à l'automatisation, c'est absolument certain. Alors, il y en a certains qui vont crier en disant que ça va avoir un impact absolument désastreux sur l'emploi. En fait, je pense qu'au contraire, cette automatisation des tâches les plus simples et les plus répétitives, ça va enlever toute une partie de notre métier qui est la plus ennuyeuse. Enfin, pousser des papiers, ça n'a jamais fait plaisir à quelqu'un, ça n'a jamais motivé quelqu'un le matin pour aller au boulot, quoi. Donc je pense que l'automatisation, elle ne va pas être totale, elle va être partielle sur certains processus, et ça va rendre notre métier de logisticien beaucoup plus intéressant. Je pense que ça va emmener dans notre secteur d'activité des profils de plus en plus de haut niveau. Je pense que ça va rendre l'attractivité de la logistique bien meilleure. D'accord. Hervé Corned, il me semblait que vous aviez levé la main. Je vous demande une réponse courte parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Hervé. Oui, alors très court, je crois qu'il ne faut pas confondre la technologie et l'amélioration des process métiers. Et il y a encore beaucoup dans la logistique à améliorer les process métiers. Donc, ce n'est pas entre l'humain et l'amélioration des process métiers, et le digital permet ça. Mais avant tout, l'objectif, pour nous, comme pour d'autres sociétés autour de la table, c'est d'améliorer les process métiers et donc d'apporter de la valeur à nos clients. Après, la solution digitale, que ce soit de la blockchain, de l'API, enfin tout ça on maîtrise, c'est surtout l'amélioration des process. Et là, je pense qu'il y a un champ d'innovation qui est assez important et il faut continuer dessus. Et ça améliorera aussi parce que les collaborateurs, collaboratrices pourront faire d'autres choses, d'améliorer le process, de jouer avec la prédictivité et donc d'améliorer la chaîne logistique, ce qui est le but numéro 1. Parce qu'on est sur un terrain de jeu qui est mondial, il y a beaucoup d'acteurs et ça nécessite effectivement d'améliorer l'ensemble des process pour les équipes. Plus on dématérialise, nous on dématérialise 100% de nos documents, et ben ça veut dire que ça amène de la valeur ajoutée pour faire autre chose. Julien Cotte, parmi les infos que vous recevez, est-ce que vous avez ou est-ce que vous aurez demain des infos sur la sécurité intérieure des bateaux, sur la température pour certaines marchandises, sur le comportement des moteurs et est-ce que derrière tout ça, on pourrait aller, ce que votre cœur de métier à vous tous pourrait participer de l'automatisation ou de l'aide à l'automatisation à la conduite des navires?
Aujourd'hui, nous, on ne rentre pas du tout à l'intérieur du navire, donc on n'a pas l'angle de faire l'optimisation pour accompagner la compagnie maritime. En revanche, oui, de l'information typiquement de température, donc on se concentre vraiment sur la marchandise du chargeur, et c'est là-dessus où on a des relevés, des remontées d'informations et qu'on vient contextualiser. Le point, oui, je pense qu'il y a des vrais travaux et enjeux d'automatisation du côté des carrières. C'est pas nous, effectivement, dans la chaîne de valeur qui nous positionnons ici. Et simplement pour commenter ce qui a été dit aussi avant sur le rôle du digital par rapport globalement des process plus manuels aujourd'hui, on ne vient pas remplacer, nous, dans notre vision, l'humain, on vient vraiment lui servir en tant qu'outil d'aide à la décision. Et le point, c'est beaucoup un enjeu de formation, je pense, aujourd'hui, pour arriver à de nouvelles compétences, de l'expertise, et typiquement faire de l'engineering de flux, optimiser les routes, plutôt que de passer son temps à aller chercher de l'information et à se dire où est-ce qu'elle est fiable. Voilà, donc c'est beaucoup plus dans le travailler proactivement, et ça demande un autre niveau d'expertise, donc aussi de formation, pour accompagner les entreprises dans ces changements. Alors, question qui revient souvent sur ces données. Est-ce qu'il y a un cadre juridique pour la récupération, pour l'archivage de ces données? Est-ce que les données que vos clients vous donnent, ils y ont accès quand ils veulent? Vous savez, c'est toujours cette logique de la mutualisation. Tout le monde l'a fait, mais les gens hésitent parce que voilà, mon concurrent, il aura peut-être accès à mes données. Comment vous leur garantissez ça? Et encore une fois, la question revient souvent. Quel cadre juridique quel cadre encadre? C'est pas beau du tout. Quel cadre juridique y a-t-il dans vos métiers? Je pose encore une fois la question à tous. Qui veut répondre? Personne. Oui, Hervé. Je vous écoute. Oui, rapidement, pour ne pas mobiliser la parole, c'est que ça fait par exemple 30 ans qu'on est tiers de confiance. Donc évidemment, la logique d'une plateforme portuaire, c'est bien de sécuriser la donnée de nos clients d'une plateforme logistique. Donc en tant que tiers de confiance, tout le monde peut travailler ensemble, mais c'est clair que la donnée, elle est forcément d'abord retravaillée par nos plateformes, et donc on a une sécurisation à donner à nos clients et connaître les limites, c'est-à-dire on est voilà, dans une activité de B2B, et on n'est pas dans une relation consommateur. Donc, on est vraiment dans un monde professionnel où on doit sécuriser, et on travaille avec tous les armements qui sont tous concurrents, tous les logisticiens, de petits, grands, moyens, des chargeurs, et on se doit donc aujourd'hui, ça fait partie de l'ADN des entreprises, de sécuriser cette donnée en tant que tiers de confiance. On a même des informations bancaires dans certains pays, voilà, on sécurise parfaitement toutes ces données. Voilà, c'est la logique de la carte bleue d'une banque avec laquelle on va tirer des sous dans d'autres banques. Tout le monde a peur, mais en fait, voilà, l'échange de données il se fait de façon anonyme. Jordi Torrent, pour conclure ce débat, si tant est qu'on puisse le faire, une petite réaction à tout ce qui a été dit après votre première intervention, et ensuite je passe la parole à Kuehne+Nagel. Merci pour me donner la parole. Non, mais moi j'ai trouvé toute la session très intéressante de voir une vision. Non, moi je travaille assez souvent au sud de la France pour visiter des clients, et nous on participe par exemple dans un terminal ferroviaire au sud de la France. Mais c'est toujours très intéressant d'apprendre ce qui est en train de se faire en France. Je répète ce que je dis auparavant. C'est pas très différent à ce qu'on entend chez nous avec d'autres acteurs similaires, soit commissionnaires de transport, qui sont aussi présents en Espagne, évidemment, Kuehne+Nagel, soit avec des logistes. Non, c'est plus ou moins, tout va dans la même direction. Quand il s'agit de grands sujets de est-ce que l'automatisation va éliminer beaucoup de postes de travail, moi, je ne sais pas. Depuis le début de la révolution industrielle, on dit la même chose. Et toujours l'humanité a arrivé à trouver de nouveaux postes de travail. Est-ce que ça va changer maintenant? Je ne sais pas. Par exemple, quand on parle de transport maritime, on dit le transport autonome. Il y a déjà les bateaux qui arrivent avec 23 000 EVP. Il y a 20 personnes seulement sur le bateau. 20. Alors, ça va faire beaucoup de différence? Non. Les dockers, oui, ça pourrait faire une différence. Mais on fait aujourd'hui à Barcelone, il y a plus de monde qui travaille au port que jamais. 40 000 personnes chaque jour qui viennent travailler au port de Barcelone chaque jour. La digitalisation a permis de créer des postes rapidement? Moi, je suis convaincu qu'il va créer des postes. Convaincu. Ok. Enfin, la différence avec la révolution industrielle, c'est que la digitalisation
pourrait permettre d'automatiser, de remplacer des postes qui auparavant se pensaient irremplaçables. Avant, la révolution industrielle a remplacé des postes manuels. Aujourd'hui, on peut remplacer beaucoup de professions intellectuelles, d'où la crainte de beaucoup. Merci, je vous demande tous de rester en ligne pour éventuellement réagir à la présentation faite qui va suivre. Bonjour Stéphane Defils, bonjour Karine Velli, par Kuehne+Nagel de l'évolution de la plateforme collaborative Sea Explorer qui intègre une dimension environnementale. Je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci à nouveau pour votre invitation. Je vais vous faire juste une petite introduction rapide de l'outil et ensuite Karine prendra le relais. Donc, qu'est-ce que Sea Explorer et comment est née cette plateforme il y a maintenant un peu plus d'1 an? On l'a vu déjà à travers les interventions des personnes précédentes. On est parti sur une problématique générale de manque de transparence, très souvent, manque de visibilité sur le trafic mondial, de transport maritime, sur les temps de transit, sur un problème de fiabilité qui très souvent vient perturber les chaînes d'approvisionnement. Un suivi assez difficile des performances des transporteurs, notamment des transporteurs maritimes, et l'accessibilité de données, parce qu'effectivement, ces données étaient éventuellement disponibles, mais sur des sites divers et variés, qui complexifiaient, je dirais, l'accessibilité de l'information. Donc, qu'avons-nous mis en place à travers Sea Explorer? Donc, Sea Explorer, c'est quoi? C'est une plateforme qui offre en fait une seule interface, une vision globale de tous les itinéraires mondiaux pour chaque compagnie maritime, avec des données comparatives qui permettent de choisir instantanément la bonne option pour les expéditions. Alors, Sea Explorer n'est pas un outil de tracking, je dirais que c'est un outil d'aide à la décision. Tout à l'heure, vous posiez la question de savoir si on était capable de conseiller nos clients sur quelle route maritime utiliser, la plus fiable, celle qui permettait éventuellement de répondre à des problématiques de temps, de délai. Donc, c'est entre autres ce que la plateforme Sea Explorer permet. Donc, Sea Explorer, c'est quoi? Ce sont des informations complètes en temps réel qui permettent donc une décision rapide et factuelle. C'est aussi la possibilité d'optimiser les envois, alors soit pour plus de rapidité, soit pour plus de fiabilité, qui a à la fin un coût sur la gestion notamment des inventaires. Ça permet aussi, tout à l'heure vous parliez aussi un peu de prédictif, donc ça avertit aussi des changements de rotation et des changements de service. Alors là, on l'a vu notamment dans cette période de crise sanitaire où certains armateurs ont pris l'option de changer les routings, notamment en sortie d'Asie, et de repasser par le cap de Bonne-Espérance à la place du canal de Suez. Donc ces informations étaient disponibles sur Sea Explorer. Et vous l'avez dit, on a mis un accent tout particulier maintenant depuis quelques mois sur la mesure et l'impact environnemental des transports. Donc à travers des informations là aussi propres à chaque ligne maritime, à chaque on va dire, port défini et aussi en fonction des compagnies maritimes, en fonction des navires utilisés, parce qu'aujourd'hui, si on prend l'exemple d'un service entre l'Asie et l'Europe, généralement vous avez 12 navires qui sont en circulation pour ces services-là, mais ils ne sont pas forcément tous totalement équivalents. On le voit aussi, certains armateurs prennent des options de LNG, d'autres sont partis sur l'utilisation de scrubber, d'autres ont décidé de consommer du carburant conforme en termes de consommation de soufre. Donc tout ça nous permet, à travers encore une fois cette plateforme, de donner l'impact environnemental de chaque transport. Donc encore une fois, détail des itinéraires, y compris la position des navires. Monsieur Defils, parce que vous connaissez chaque bateau, vous connaissez ses émissions, vous les évaluez. Oui, tout à fait. Donc on récupère effectivement ces informations en termes de typologie de moteur, effectivement, quels sont les moteurs utilisés, bon, évidemment en fonction de l'âge du navire, de la capacité, toutes ces informations, c'est évidemment de la big data, qui permet au final de donner une information sur chaque ligne maritime donnée, avec une fiabilité qui a énormément progressé ces dernières années. Je ne sais plus quel était votre interlocuteur qui parlait effectivement de progrès qui étaient aussi faits par les armateurs de ce côté-là, même si j'ai cru comprendre, je n'étais pas là au départ, qu'il y avait peut-être un peu de décalage entre ce que vous pouvez rechercher aujourd'hui les chargeurs. C'est la question que je l'ai posée, monsieur Defils. Effectivement, il y a un décalage énorme. Vous prenez cette option alors que de l'avis des chargeurs, l'environnement, c'est, je ne vais pas dire que c'est le cadet de leurs soucis, mais en tout cas, ça arrive en dernier par rapport à la fiabilité, par rapport au prix. Pourquoi vous avez fait ça, vous, alors que les chargeurs, a priori, ce n'est pas la donnée principale dont ils ont besoin?
Très honnêtement, je ferai un petit peu la même remarque que Karl Laurent. J'étais un peu surpris de cette information. Quoi qu'il en soit, je pense qu'aujourd'hui, si ce n'est pas par une démarche volontariste, ce sera par une démarche contrainte dans le futur. Donc, l'impact environnemental aujourd'hui, de toute façon, le chemin est long. Hein. On a encore énormément de choses à faire. Je pense qu'on est dans une industrie qui, pendant très longtemps, effectivement, n'a pas forcément considéré cet aspect-là de façon très importante. Effectivement, les retards sont en train d'être comblés. Mais malgré tout, on a aussi, nous, de par notre expérience, et pas uniquement en France, mais à travers, je dirais, la répartition et la présence du groupe, on a quand même de plus en plus de sollicitations de ce côté-là. Et je pense quand même que malgré tout, c'est un point, c'est un sujet qui commence à devenir aussi une des priorités des chargeurs. Donc, on les accompagne dans ce domaine-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on essaie de vraiment apporter des données notamment fiables, enfin essentiellement fiables, et non plus moyennisées, tel que ça pouvait être le cas par le passé. Parfait. Laissez la parole donc à Karine qui va pouvoir vous donner un peu plus de détails sur effectivement comment fonctionne cette plateforme. Ça marche. Karine Velli, bonjour, on vous écoute et on vous regarde. Voyez-vous bien la plateforme? Oui. Super. Donc, comme on l'a mentionné en préambule, il ne s'agit pas du lancement de la plateforme, mais d'une nouvelle version qui est mise sur le marché, sachant que la plateforme existe depuis déjà un petit peu plus d'1 an. Pourquoi une nouvelle version? Tout simplement pour faire suite aux échanges qu'on a pu avoir avec nos clients, nos utilisateurs. On souhaitait avoir une expérience, offrir à nos clients une expérience digitale qui soit beaucoup plus proche de l'expérience digitale qu'ils peuvent avoir au quotidien dans leurs applications digitales personnelles. Donc, on va explorer, faire un petit exemple d'une recherche sur Explorer. Par exemple, on va faire une recherche sur un flux du Havre vers, par exemple, New York. Voilà, ça c'est pour faire plaisir à Hervé Martel qui ne peut pas se connecter parce qu'il a des problèmes de connexion. Alors, vers New York, depuis le Havre. Voilà, par exemple. Donc, vous voyez, en quelques secondes, le moteur de recherche va venir chercher en fait les différents services maritimes qui existent sur cet axe, avec la possibilité de filtrer, bien entendu, très rapidement, si on souhaite avoir le service le plus rapide, le plus fiable en termes de transit time, ou le plus écologique en termes d'émissions CO2. Comme vous pouvez le constater, on a un certain nombre de transit time ici qui sont disponibles. Il y a toujours une petite explication qui permet de comprendre qu'il s'agit là du transit time réaliste qui a été recalculé donc par notre société sur la base non seulement du transit time annoncé par la compagnie maritime, mais également du positionnement GPS du navire et d'autres critères et sur un certain historique. Et vous avez, au même titre que la même expérience que lorsque vous achetez l'électroménager, un indice de fiabilité qui va de A à F en termes de fiabilité du transit time. Donc vous voyez, vous avez immédiatement l'explication. Et de la même manière, vous avez toujours cette même manière, en fonction de code couleur, d'évaluer la qualité du service de la compagnie, enfin du service en termes de consommation CO2. Très bien. Si par exemple on va regarder un service en particulier, on va pouvoir comparer le service maritime, le transit time annoncé par la compagnie maritime versus celui qu'on a pu évaluer en tant que réaliste. Également donc les différentes compagnies maritimes qui servent ce service. Et puis si on va plus en détail, on va avoir également très rapidement les différentes rotations portuaires. On va avoir un petit problème de connexion. Décidément. On va essayer juste après, avec notamment ici, vous voyez les différents navires qui sont actuellement en train de faire des rotations sur ce service et également l'ETA prédictif qui apparaît normalement ici. Bon, la connexion n'est pas très stable. Donc l'ETA prédictive est disponible ici et bien entendu recalculé en fonction de la vitesse du navire et du positionnement GPS du navire. Au-delà de cette évaluation des différents services qui sont disponibles, un client peut également, vous pouvez faire une recherche directement sur
sur une information sur un navire, l'intérêt, lorsqu'on revoit ce qu'on vient de voir pour un client, c'est de pouvoir prendre très rapidement une décision sur le service correspondant à son besoin, qui peut être soit une arrivée rapide, soit d'avoir une notion de stock flottant, mais avoir d'autres critères, notamment, bon, on parlait du CO2, mais de performance CO2 qui soit plus important. Si à un instant T, on recherche une information sur un navire, eh bien, il s'agit tout simplement d'aller chercher le nom du navire. Et là, comme ça ne... C'est dommage. Malheureusement, instantanément, on va pouvoir voir ici le positionnement du navire sur la carte avec l'ETA prédictive qui est annoncé sur le port qu'il va toucher. On va commencer à voir si le moteur se relance. Allez, on va changer de critère pour voir. Marseille. Je suis sûr que ça va marcher avec Marseille. À Marseille. Non, attends. On va voir là. Non, mais l'effet démo, ça arrive au meilleur. Hein. Même à Bill Gates, c'est arrivé, donc il n'y a pas de problème. Merci, Karl, de nous soutenir dans cette épreuve. Et si vous mettez Barcelone, ça marche sûrement. Non, je pense qu'il y a un petit souci de connexion. J'ai un petit souci de connexion réseau. J'ai été déconnecté à plusieurs reprises. Je pense que c'est lié à cela. Hop. On va essayer de voir. Non, vous voyez ici, j'ai un problème d'écran. Après, aux informations. Bon. Écoutez, ça ne peut que vous inviter à nous recontacter pour avoir un accès et pouvoir faire vos petits essais par vous-même. Voilà, vous retombez très très bien sur vos pieds, bravo. Monsieur Defive, vous aviez autre chose à rajouter sur Sea Explorer? Non, enfin, je pense encore une fois, si on pouvait y apporter rapidement une petite conclusion, pour revenir sur les 3 principaux avantages pour les utilisateurs. Encore une fois, c'est une prise de décision rapide et factuelle, avec des liaisons dans tous les coins du monde. C'est vrai qu'on a regardé tout à l'heure Le Havre, New York ou un Shanghai-Le Havre. On aurait pu regarder des ports secondaires, parce que c'est souvent ça qui était aussi un casse-tête sur les chargeurs, c'est que l'information disponible sur les autoroutes de ce monde, c'était assez simple. Dès lors que vous rentriez dans de l'exotisme, c'est déjà un peu plus compliqué. Donc, avoir un aperçu du réseau maritime mondial avec les horaires, les jours et les dates, les jours de départ et les jours d'arrivée. Je le redis, plus de durabilité, ça reste chez nous un sujet très très important. Notre CEO s'est engagé à être neutre d'ici à 2030. Donc, comment éviter ou comment réduire les émissions de CO2 à travers le choix des navires et donc des itinéraires plus durables. Avec encore une fois une notion d'émission pour chaque ligne maritime et surtout des données fiables et actualisées. C'est encore une fois, je reviens aussi à ce que disaient vos interlocuteurs, vos intervenants précédents. C'est comme le nerf de la guerre aujourd'hui, de pouvoir donner des informations qui soient à la fois actualisées et fiables. C'est le nerf de la guerre aujourd'hui, le prédictif, de pouvoir prendre en considération tous les événements qui vont se passer durant le transport, qui soient d'ordre météorologique, qui soient d'ordre saturation ou autre dans les ports précédents, pour pouvoir à la fois donner des informations encore une fois à nos clients et prendre des décisions qui s'imposent. On l'a vu tout à l'heure à travers encore une fois l'exemple de Air Liquide. Il y a des moments où il faut savoir prendre des décisions avant même que le conteneur soit arrivé. Donc cette plateforme répond encore une fois à tout, on va dire, à ces avantages-là et à ces problématiques rencontrées aujourd'hui par les chargeurs, qu'ils soient importateurs ou exportateurs. Alors vous parlez de prédictif, question que je pose à tous, est-ce qu'on peut prédire, est-ce qu'on intègre dans tous vos modèles, messieurs, de la géopolitique, les relations avec la Turquie, avec la Chine, est-ce qu'on intègre le changement climatique, cette fameuse arlésienne de la route nord-est et nord-ouest, est-ce qu'on va intégrer des pandémies ou est-ce que c'est complètement impossible? Je vous pose la question parce que j'ai vu quelque chose tourner, une start-up qui, en agrégeant des données, en utilisant l'intelligence artificielle, arrive à évaluer sans vraiment se tromper
des tarifs, je ne sais plus comment on les appelle, les tarifs de transport sur les containers en intégrant les soubresauts géopolitiques. Et leur modèle prédictif à rebours, finalement, ne se trompe pas. Est-ce que c'est vers ça qu'on va? Est-ce que c'est vers ça que les chargeurs aimeraient que vous alliez, messieurs? Je peux? Oui, mais bien sûr, Karl. Moi, j'en ai un peu marre d'entendre des tas de projets où, dans la même phrase, vous avez des gars qui vous disent blockchain, learning et big data, quoi. Il faut arrêter, quoi. Il faut être un peu sérieux. Il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, et il faut arrêter de prendre les chargeurs pour des idiots. On ne peut pas tout faire avec du digital et de l'intelligence artificielle. Voilà, un petit coup de gueule. Non, mais d'accord, mais ça ne répond pas quand même à ma question. Est-ce que les chargeurs n'ont pas besoin aujourd'hui, eu égard à ce qui s'est passé avec la pandémie, d'avoir une info un petit peu prédictive, eu égard à la situation du monde, tout simplement? Oui, bien sûr, mais je ne pense pas que ce soit des modèles mathématiques qui vont réussir à faire ça. Hein. Ça, c'est sûr. Julien. Oui, je pense que le point, par rapport à ce que dit Karl, il y a aujourd'hui beaucoup de données qu'on peut prendre en compte pour être capable d'anticiper ce qui va se passer. Bon, clairement, anticiper le Covid, non, je pense pas que dans les modèles mathématiques, quand on est sur des événements qui vont survenir une fois tous les 100 ans ou 200 ans ou plus, non, on n'arrivera pas à prévenir qu'en janvier, on ne pouvait pas dire qu'en mars, on allait être impacté aussi fortement en Europe. Par contre, oui, il y a plus de données accessibles, donc on est capable d'anticiper plus de choses. Ce ne sera jamais un modèle parfait. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas optimiser tout ce qui est optimisable. Donc voilà, je pense que c'est un chemin avec une amélioration continue progressive qui se développe aujourd'hui, qui est une vraie tendance de fond intéressante. Maintenant, ce n'est pas un modèle absolu où on va tout prévoir juste parce qu'on fait tourner des modèles. Jean-Michel Garcia, je vous ai vu réagir. Oui, je voulais notamment rebondir sur des choses qui ont été dites et resituer un petit peu les résultats qu'il y a eu. Nous aussi, on a été surpris de voir que la partie développement durable n'avait pas eu forcément la place qu'on attendait. On s'intéresse beaucoup à ce point-là, bien sûr. Tous les chargeurs ont des démarches RSE et s'intéressent à ce point-là. Il faut juste rappeler un point, c'est que lorsque les personnes ont répondu, c'était de janvier à février, et que ça faisait suite à un épisode de grève quand même. Hein. Donc il y a eu certainement une incidence qui a joué, qui a été assez forte là-dessus, mais effectivement, on suit de très près toutes ces informations, et il y a certains outils qui ont été présentés ici qu'on a vu effectivement au sein de la UTF. Pour répondre à votre question, oui, la géopolitique est complexe, mais quelque part, il y a une analyse qui doit être faite par les chargeurs eux-mêmes par rapport aux routes qu'ils doivent maîtriser, par rapport aux compagnies maritimes, par rapport à certaines situations, évaluer effectivement l'effet retard qu'il peut y avoir entre l'arrêt d'un pays et ce qui va arriver, etc. C'est complexe et ça nécessite de la part des personnes qui gèrent la supply chain d'avoir cet intérêt, cette analyse précise de ce qui se passe dans le monde pour pouvoir s'adapter. Ok. Alors Karl, pour aller dans votre sens, j'ai vu aussi notre start-up qui m'a montré un modèle de grève qui prétendait prévenir le risque de grève dans certains ports. Voilà, à partir en gros en lisant le journal. Oui. J'ai une question d'un internaute. Je vous la pose telle quelle, que je n'interprète pas. Dans le cas de l'automatisation de certaines tâches, comment on intègre l'interprétation d'images? Je ne sais pas pourquoi cette question est posée. Peut-être est-ce, images satellites de bateaux, photos de containers sur un port. Est-ce que tout ça peut être intégré dans vos modèles? Question de Hugo Le Guenec. Oui, Karl. Bah oui, ça c'est possible. Ça c'est possible. Ça c'est ni de la blockchain ni des machins impossibles. Ça existe déjà. Il y a des algos d'intelligence artificielle qui sont en open source, donc tout le monde peut aller attraper. Et on est capable en prenant une photo d'un container de lire le numéro, la TAR, le TITI. On peut lire le numéro du plomb. Tout ça c'est possible. Et ça fait partie des choses qui sont
qui vont permettre de digitaliser la chaîne logistique, parce qu'on va pouvoir demander à n'importe quel opérateur de prendre des photos avec son iPhone. Ça, je pense que c'est à la portée de n'importe qui. Et toute la complexité va venir derrière. Je pense que c'est ça l'apport des nouvelles technos, c'est qu'on va demander des choses très simples aux opérateurs et que tout ce qui est compliqué ne se verra pas, ne se verra plus. Hervé Corned. Oui, ça, effectivement, on voit que, par exemple, au Havre, au travers de systèmes comme Swing, on arrive à avoir un POS digital version 3D. Après, il faut toujours chercher qu'est-ce que ça apporte comme valeur ajoutée au client, qui est armateur, logisticien. C'est toujours un peu la même chose, quoi. C'est où est la valeur et qu'est-ce que ça apporte en plus dans les systèmes pour apporter de la fluidité, accélérer le passage de la marchandise, mieux gérer une escale du navire. Plus le navire est grand, mieux il faut gérer l'escale, donc plus il faut des systèmes. Mais je veux dire, la recherche, on a beaucoup de possibilités, et puis finalement, souvent, on développe ce qu'on appelle des proof of concept, des POC, et puis on voit bien que finalement, les clients, in fine, ne sont pas intéressés parce que ça n'apporte pas vraiment la valeur ajoutée qu'ils souhaitaient. Donc voilà, mais tout ça est possible aujourd'hui, il n'y a vraiment aucun souci. Vous pouvez connecter au système, l'AIS, tous les satellites, enfin voilà, c'est pas un problème de technologie, c'est toujours un problème de valeur. Nous, je voulais rebondir, nous on a quand même beaucoup, je confirme un petit peu ce que disait Stéphane, c'est que le développement durable, on a quand même beaucoup de questions des clients, des grands comptes, sur ce domaine, et en particulier tous ceux qui sont dans une politique RSE, où il faut fortement, donc nous on est beaucoup challengés aussi là-dessus. Alors évidemment, on n'est qu'une partie de la chaîne logistique, mais je pense que comme la cybersécurité, ça va être l'autre pilier de l'évolution dans nos métiers. Voilà, donc nous on essaye aussi de travailler avec les clients sur leurs besoins dans ce domaine. Alors, il y aurait donc comme une dissonance cognitive, comme disent les psys, chez les chargeurs. Voilà, ils affirment que ce n'est pas fondamental, mais quand même, ils y pensent, parce que de toute façon, on est dedans et qu'il y a des obligations réglementaires et internationales qui s'appliquent déjà au transport maritime, qui déjà s'appliquant dans les villes avec les zones de faible émission. De toute façon, il faut y penser un moment ou à un autre. On a toujours l'impression qu'on fait reculer, voilà, on fait reculer le mur, mais que de toute façon, on y va. Le problème, c'est qu'il ne faut pas rentrer dedans. Et puis, vous l'avez dit, Hervé, il faut faire des produits pour les chargeurs qui correspondent à leur demande et puis au prix qu'ils veulent y mettre. C'est toujours pareil. Derrière l'offre, il doit y avoir une demande. Je vous pose une dernière question qui ne va pas vous faire plaisir, Karl, parce que je pars encore sur sur peut-être un délire. Je vous pose la question parce que j'avais animé un débat là-dessus avec des armateurs. Un bateau autonome, c'est possible? C'est faisable. Est-ce que ça a un intérêt? Je vous pose la question parce que j'ai animé des débats là-dessus et on est parti dans des délires technologiques. Est-ce qu'on peut piloter un bateau à distance? Est-ce que simplement ça a un intérêt? L'aboutissement de la digitalisation. Mais est-ce que c'est un aboutissement? Je pense que c'est un rêve à qui ça intéresse, quoi. Comme le disait Jordi du port de Barcelone, aujourd'hui, des bateaux de 20 000 TEU, c'est géré par 20 personnes. Enfin, qu'est-ce que ça va apporter? Ça va faire plaisir à qui? Je pense que c'est... Enfin, très bien, peut-être. Qui ont de salaire. Alors déjà, 20, c'est pas beaucoup, et c'est des marins philippins, mais c'est un argument qu'on entend aussi. Donc pour vous, ça n'a aucun intérêt. Bon, si, peut-être, pour certains gens, pour certaines personnes, mais pour le business, je pense que ça va toucher la 5e décimale des coûts, ça va augmenter les risques par 200. Enfin, je pense qu'il y a d'autres choses à faire dans le digital avant de faire ça, je pense. Ouais, puis les assureurs ne seront peut-être pas très contents en plus. Merci madame, merci messieurs. On est encore 160, on a été à plus de 200, c'est-à-dire la moitié des internautes inscrits, à moins que quelqu'un ait envie de dire un dernier mot de conclusion. Vous avez le droit. Oui, non, il suffit de lever la main. Non, alors tout le monde est content. Oui, Karl, un petit mot. Oui, un petit mot. On n'a pas parlé d'un truc que j'ai entendu beaucoup là pendant cette crise, c'est que le maritime allait se casser la gueule parce qu'on allait rapprocher des sources d'approvisionnement, qu'on allait faire du sourcing local. Je pense que c'est une erreur, c'est une idiotie. Pourquoi on a eu des clients qui ont failli fermer leur usine parce qu'ils avaient un seul fournisseur d'un produit critique et qui était à 50 km de chez eux. Ils auraient eu des fournisseurs avec des répartitions géographiques sur différentes plaques, il y aurait eu moins de problèmes. Donc je pense qu'il va pas y avoir de... L'impact du Covid, ça va être une répartition des risques plus compliquée.
un sourcing plus compliqué, ça va être une supply chain plus difficile à gérer parce qu'il y aura plus d'usines, plus de fournisseurs, et ça va faire le beau jour du digital. Il va y avoir encore plein d'emplois, et même s'il y a du digital automatisé, il y aura encore plein de jobs parce que notre métier va devenir de plus en plus compliqué, de plus en plus critique. Oui, et puis la crise a montré que la complexité dont on imaginait qu'elle allait, la complexité de notre système économique dont on imaginait qu'elle allait provoquer la chute, finalement, lui a offert une résilience qui lui a permis de s'adapter. Néanmoins, on peut supposer que, ça revient souvent dans les débats aussi, que la mondialisation se régionalise. Jean-Michel Garcia et Julien Cotte là-dessus, je vous ai vu réagir, je vois tout depuis mon ordi, la moindre mimique. Jean-Michel et ensuite Julien Cotte, et vous aurez donc le mot de la fin, Julien. Jean-Michel. Oui, alors sur l'aspect qui vient d'être annoncé, oui, effectivement, il y aura très certainement de beaux jours pour la digitalisation. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Les chargeurs ont vraiment besoin de ces informations. Beaucoup en ont déjà, puisqu'ils passent par ces systèmes. Tout le monde n'a pas forcément le même degré d'information. Peut-être que ce sera intéressant d'aller sur ces sujets. Maintenant, voilà, je pense effectivement que la digitalisation a de beaux jours devant elle. C'est pas vous qui allez me dire le contraire, Julien Cotte. Vous avez 1 minute pour terminer le débat. Non, tout à fait, je suis d'accord. Et je pense que sur le débat de la relocalisation, il y a sûrement certaines filières critiques où c'est un vrai enjeu. On l'a vu sur la filière dans le médical, par exemple. Et il y a certaines dépendances qui font peur et froid dans le dos aujourd'hui. À l'inverse, je crois qu'on va beaucoup aller vers des stratégies de sourcing où on va avoir la Chine, mais aussi plus 1, plus 2. Donc plus de points de sourcing qui va renforcer encore la complexité dans les réseaux supply chain. Et je pense que pour l'optimiser, le réseau, comprendre le risque et s'en prémunir, là, de ce point de vue-là, les usages digitaux sont essentiels et ont de beaux jours devant eux, je le confirme. Très bien, merci oui. Madame. Et puis aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les supply chains ne sont pas forcément changeables aussi facilement qu'on pourrait l'imaginer. Les sourcings sont bien implantés à certains endroits. Donc, il y a quand même des complexités de process qui sont relativement fortes et difficiles à démanteler. Donc oui, une diversité, un changement total, effectivement, pas pour demain. Peut-être même pour jamais. Merci encore, Madame, Messieurs, d'être restés aussi longtemps. On a un peu dépassé, mais il y avait de la demande. Voilà, on est encore 160, 170. À bientôt. En tout cas, en ce qui me concerne, l'an prochain pour la ICTL 2021. Merci pour votre clarté et d'avoir joué le jeu, de faire court. À bientôt. Bon après-midi, bon week-end. Au revoir.